Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Au sommaire ce soir, ils ont été sélectionnés parmi plus de 200 candidats. 66 lycéens ont débuté ce matin une semaine d'immersion dans les métiers du numérique. Le programme Pacific Genius veut créer des vocations chez la nouvelle génération. Parmi les partenaires de l'événement, le géant Google. Immersion également ce soir aux côtés de 2 spécialistes de l'hôpital Necker en France. Elles ont opéré plusieurs patients au CHPF atteints d'une malformation ou d'un traumatisme à l'oreille. Une chirurgie complexe qui fait renaître l'espoir d'une vie normale. On parlera également de ce scandale sanitaire et environnemental à Manihi où un dépotoir jouxte les maisons. Sur place, pas de déchets verts mais du plastique ou encore de l'électroménager brûlé à ciel ouvert. Le maire, lui, semble désemparé face à la situation. Et puis c'est l'invité du journal, Christophe Plé est avec nous ce soir. Le président de la CPME Polynésie évoquera la prochaine édition du French Pacific Business Forum. Nous évoquerons également ensemble le reste de l'actualité. Ils ont donc été sélectionnés pour vivre une semaine d'immersion dans le secteur du numérique. Près de 70 lycéens ont donc entamé ce matin le programme Pacific Genius. 5 jours de découverte et de défis avec un objectif, celui de révéler les jeunes talents de demain. Thomas Chabrol et Jeanne Tinoroa les ont rencontrés. Regardez. Une nouvelle génération se prépare pour les métiers du numérique. Ces lycéens ont été sélectionnés pour participer à l'événement Pacific Genius, piloté par la Direction générale de l'économie numérique. Une semaine immersive pour découvrir les différents domaines des nouvelles technologies. Ils visent une certification signée par le géant du secteur, Google. Ouais, je voulais vraiment être sélectionné. C'est quelque chose qui me passionne et je voudrais avoir le certificat de Google à la fin. Objectif, détecter les profils de ces lycéens et les préparer à une future orientation, cybersécurité, informatique de gestion, gestion de projet ou encore créativité numérique. Des rencontres avec des professionnels sont programmées pour susciter des vocations. Donc nous, ce qu'on espère aussi, c'est qu'à la fin de cette session, ils puissent avoir un kit pour se dire « Ok, bon, je prends en main mon avenir et j'ai un CV que j'ai travaillé avec Pacific Genius. Je me suis entraîné aux entretiens, donc je suis prêt à aller demander un stage dans les entreprises que j'aurai rencontrées. » Le Pacific Genius veut démystifier l'informatique et sensibiliser cette jeune génération aux nouveaux outils de l'innovation digitale. Intelligence artificielle, cybersécurité, fake news, des enjeux pour la Polynésie qui se prépare à devenir un hub au cœur du Pacifique. On a besoin de tous les talents et de toutes les compétences pour avoir une informatique florissante. C'est vraiment une opportunité je me suis dit en fait c'est le moment pour découvrir les métiers du numérique parce que je ne savais pas vraiment avant c'était quoi en fait en général. Pendant 4 jours, ces lycéens vont partager leurs connaissances, préparer un projet et le défendre le jour de la compétition finale devant un jury. La compétition finale qui aura lieu ce vendredi, un hackathon a été imaginé spécialement pour ces jeunes passionnés. Le monde du numérique qui n'est pas prêt à se passer de la profession de programmeur. Un métier d'avenir et la Polynésie regorge de talents. Le portrait ce soir de Cédric Santenac. Le jeune homme est spécialisé dans les jeux vidéo, tellement doué qu'il s'est rapidement fait repérer jusqu'au Canada où il travaille aujourd'hui dans l'un des plus importants studios de création. Son portrait dans ce reportage de Nicolas Pérez et Manonké Mounbaï. En 2024, le jeu vidéo aura généré près de 19 000 milliards de francs de chiffre d'affaires dans le monde. Une économie colossale qui aiguise les ambitions de jeunes Polynésiens. Cédric en fait partie. Après une scolarité au lycée de Papara, il part pour Montréal afin de se spécialiser dans le monde du gaming. Motivé, il se fait remarquer très vite. On avait la chance de faire des projets de fin de semestre où ces projets-là étaient présentés à des professionnels en fait, du domaine du jeu vidéo. Et donc je me suis fait repérer un peu grâce à ça. Il y a des gens de panache de ma compagnie actuelle
qui sont venus, qui m'ont repéré. Et grâce à ça, j'ai été recruté à la fin de mes études pour travailler dans ce studio-là. Aujourd'hui programmeur d'un des plus importants studios de création de jeux vidéo du Québec, il est celui qui se focalise sur l'expérience du consommateur. Je suis en fait un traducteur, donc il y a des gens qui me donnent en français ce qu'ils veulent faire et moi j'écris en langage de programmation pour que la machine comprenne quoi faire. Artisan d'un des best-sellers de son studio intitulé Ancestor, produit à près de 2 millions d'exemplaires, Cédric n'hésite pas à transmettre ses compétences aux étudiants de l'école Canea. On a des professionnels qui viennent et qui valident un peu ce qu'on apprend à Canea et ça nous permet aussi à nous de voir si vraiment ce qu'on dit, voilà, c'est bien ça, même si en vrai on a le pouls de l'industrie tout le temps. Et du coup de voir avec Cédric ce qu'il connaît et tout, ça permet de savoir qu'on est sur la bonne voie, tout simplement. Pour Cédric, Canea est un véritable propulseur pour intégrer l'industrie. De ce que j'ai vu, ils voient un éventail assez vaste de compétences reliées à la création du numérique. Puis je pense qu'il y a totalement un avenir pour eux parce que c'est l'avenir. Le numérique, on en a tous les jours, tout le monde en consomme et les compétences sont clairement valorisées pour ça. Selon les spécialistes, une trentaine de Polynésiens travailleraient comme Cédric aux 4 coins du monde, dans le monde du jeu vidéo. Et on parle maintenant de nos entreprises polynésiennes et ce rendez-vous annoncé, le French Pacific Business Forum aura lieu les 12 et 13 mars 2026 à Auckland en Nouvelle-Zélande. Une 3e édition que nous allons évoquer avec vous. Entre autres, Christophe Pley, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie. C'est vous qui organisez cet événement. Ce forum veut aider les entreprises polynésiennes à développer leur business en Nouvelle-Zélande. Quel est l'intérêt concrètement pour elles d'aller s'implanter là-bas ? Alors d'abord, c'est organisé par la CPME Nouvelle-Calédonie et la CPME Polynésie française. C'est la 3e édition. La 3e édition, on emmène des entreprises qui le souhaitent de divers secteurs, des services, de la perliculture, du tourisme. Pour ceux qui veulent ou bien se développer en Nouvelle-Zélande ou alors trouver des clients, trouver des distributeurs pour leur business en Polynésie. Ça va dans les deux sens. Et donc, la dernière édition avait eu un très très fort succès. Je rappelle que c'est quand même patronné par l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande et la Chambre de commerce internationale française de Nouvelle-Zélande. Donc en fait, on fait du sur-mesure. On emmène une quinzaine, 10-15 chefs d'entreprise là-bas et on fait du sur-mesure pour leur prendre les contacts pendant 2 jours et leur trouver des gens qui sont... C'est-à-dire que vous les accompagnez on les accompagne sur pendant place 2 jours. Il y a évidemment des interventions pour leur montrer la fiscalité néo-zélandaise, etc. Mais il y a aussi du B2B avec des chefs d'entreprise qui peuvent créer du business à l'import ou à l'export. Alors c'est uniquement un import-export dans quel domaine concrètement? Quelles sont les opportunités? On peut faire de la perliculture, on peut vendre des perles, on peut faire du service, de l'ingénierie, c'est tous les domaines de l'informatique. Voilà, on peut trouver des contacts avec un des pays de la zone qui est un des plus proches de nous. Je rappelle, c'est 5 heures de vol, donc voilà, donc il faut s'inscrire et puis venir participer à ces 2 journées. L'avantage, c'est que c'est totalement gratuit. Le chef d'entreprise n'a qu'à payer son déplacement et de se loger là-bas. Et à partir du moment où il est là-bas, c'est gratuit et on l'accompagne là-bas. Alors, on va parler maintenant du reste de l'actualité. Christophe Pley, le pays a dévoilé la semaine dernière son rapport d'orientation budgétaire pour 2026 aux élus de l'Assemblée. Ce rapport manque d'ambition, selon l'opposition. Quel est votre avis sur la question ? Écoutez, c'est quand même un gouvernement qui... on a attendu pendant 1 an et demi des décisions. Maintenant, on a des textes qui sont arrivés. Beaucoup de textes qui vont à l'encontre des intérêts des chefs d'entreprise, comme vous l'avez vu sur le RNS. Donc nous, on est toujours, pour le moment, on est en train de dépenser l'argent qu'on a dans les caisses. Mais il y a un moment donné, il faudra faire en sorte de se remotiver, en tout cas de réformer la Polynésie pendant qu'on va bien. Parce qu'après des moments forts, il y a toujours des moments faibles. C'est comme ça, l'économie est toujours comme ça. Donc, ce qu'on attend du gouvernement, c'est que il régularise le travail, le marché du travail est complètement dérégulé, qu'on régule un certain nombre de sujets que les chefs d'entreprise attendent. On attend des mesures pour les entreprises, pour se développer, pour continuer le business. Pour l'instant, on prend de l'argent, mais on voit pas les projets
à venir et la projection dans les années qui viennent. Et les débats auront lieu prochainement sur ce rapport d'orientation budgétaire. Vous parliez du RNS tout à l'heure. L'Assemblée a adopté le texte sur les nouvelles conditions d'affiliation au régime des non-salariés. Vous avez déposé un recours contre ce texte. Pourquoi, Christophe Pley ? Bien sûr, parce que c'est un texte qui va à l'encontre des petits chefs d'entreprise et notamment des patentés qui vont bientôt faire des déclarations de revenus sur leur patrimoine quand le texte passera. Et pourtant, le gouvernement dit que ce n'est pas un impôt sur le revenu, c'est pour plus d'équité sociale. Non, c'est un impôt sur le revenu. Il ne faut pas tourner autour du pot. Quand on demande des cotisations qui ne sont pas les mêmes aux salariés qu'aux non-salariés, quand on demande des choses aux gens du RNS, on met une taxe à 9,84%. C'est un revenu, et sur les patrimoines, et sur leur patrimoine, c'est ça la grande nouveauté. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez de ce recours ? Nous, on a fait un recours, puisque jusqu'au bout, on défend les petites entreprises de ce pays. Donc la CPME est complètement dans son rôle, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a, je crois, 2 ou 3 recours, mais en fait, la seule organisation patronale qui fait recours sur le RNS, c'est bien la CPME de Polynésie. C'est le dernier rempart pour toutes les petites entreprises de Polynésie face à des décisions politiques qui sont prises à leur encontre. Alors, lors de votre dernière assemblée générale récente, vous avez évoqué la multiplication des arrêts maladie de complaisance et vous appelez le conseil d'administration de la CPS à se saisir de cette problématique. Concrètement, Christophe Pley, c'est quoi l'état des lieux de la situation et est-ce que vous avez été entendu ? Écoutez, moi j'attends toujours la réponse du courrier que j'ai envoyé à la Caisse de prévoyance sociale. On a l'impression que il ne se passe rien ou pas grand-chose. Il y a urgence, au vu des arrêts de 3 jours qui se multiplient de façon incroyable. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Et notre caisse de prévoyance sociale, aujourd'hui, elle ne dit pas ce qu'elle va faire. Quelle solution, selon vous ? La seule chose qu'on demande à la caisse de prévoyance sociale, c'est de compter. Compter le nombre d'arrêts de 3 jours. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Personne ne sait combien il y a d'arrêts de 3 jours en Polynésie française. Voilà, j'attends, ça fait 1 mois et demi que j'ai écrit, j'attends toujours la réponse de la Caisse de prévoyance. Peut-être un jour, le message est passé ce soir, en tout cas, sur TNTV. Le foncier manque pour les entreprises. C'est une autre problématique que vous avez évoquée lors de votre assemblée générale. Concrètement, c'est quoi ? C'est le coût du foncier ? C'est le manque de terrain pour les entreprises ? Vous savez, le foncier pour l'entreprise, c'est comme le logement pour les jeunes de ce pays et les jeunes salariés de ce pays. Donc c'est une grosse problématique. C'est cher, les loyers sont chers. Et donc, les chefs d'entreprise, c'est pareil. Quand ils montent une activité, ils ont besoin de mettre leur activité quelque part. Et donc, ce qui a été évoqué lors de notre dernière Assemblée générale, c'est le fait qu'il faut qu'on aille à la rencontre des maires. Et donc, on va organiser une rencontre avec les maires de Polynésie pour qu'on se parle, pour qu'on dise, si vous voulez des entreprises dans vos communes, il faut leur réserver du foncier pour qu'ils puissent s'installer, parce qu'aujourd'hui, les tarifs sont fous, les prix de l'immobilier sont fous. Et voilà, l'entreprise qui se crée, elle n'a pas des millions et des millions à mettre. Donc l'idée, c'est d'approcher les Tavanas. D'approcher les Tavanas, et puis avoir un lien avec eux, leur dire, quand vous aidez une entreprise d'un jeune de votre commune, c'est peut-être aider l'emploi de demain, parce que cette entreprise va créer de l'emploi. Alors, dans un autre registre, Christophe Pley, ça fait 15 ans maintenant que vous êtes à la tête de la CPME, plus ou moins 15 ans. Tout du moins, vous avez enchaîné les mandats. Les élections auront lieu l'année prochaine. Votre mandat donc arrive à échéance. Vous confirmez ce soir que vous ne vous représenterez pas après 15 années ? Je confirme que je souhaite me retirer et laisser la place à d'autres. Pas du poste de la présidence. Je resterai dans l'équipe de la CPME pour aider le futur président de la CPME dans ses missions, parce que malheureusement, il n'y a pas foule de candidats pour reprendre ce poste. Vous partez, c'est un travail fastidieux ? C'est un mi-temps pour représenter les petites entreprises, où il faut rencontrer les institutions et défendre pied à pied des gens qui prennent des décisions alors qu'ils ne connaissent pas l'entreprise, pour la grande majorité d'entre eux. Une grande mission. Des noms circulent déjà pour vous succéder ? Il y en a, mais on a entendu Frédéric Daphniette, alias Léon Marais. Oui, ça fait partie des gens qui ont la possibilité de reprendre le poste. On verra au moment venu avec notre Assemblée générale et l'ensemble de nos adhérents qui pourront reprendre la place. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Christophe Pley, d'avoir été notre invité ce soir. C'est gentil, merci.
Elle n'était pas revenue depuis 2017. 2 chirurgiennes de l'hôpital Necker en France, parmi les plus douées du pays, sont au Fénois. Leur spécialité, reconstruire l'oreille des patients après une malformation ou un traumatisme. Au CHPF, elles ont opéré plusieurs patients ces dernières semaines. La chirurgie a fait de tels progrès qu'ils peuvent enfin espérer mener une existence normale. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Regardez. Cette patiente est sur le chemin de la guérison. Atteinte d'une malformation de l'oreille, elle est en train de subir une chirurgie réparatrice. La technique consiste à prélever du cartilage des côtes et à le sculpter pour fabriquer une nouvelle oreille. Une opération pratiquée par la professeure Denoyel et le docteur Sellerier de l'hôpital Necker. Elles ont été missionnées par le docteur Damien Vigne, chirurgien ORL au CHPF, pour opérer 8 patients. Quelques semaines plus tard, c'est l'heure du bilan post-opératoire. Il s'agit d'un enfant qui, du coup, avait une malformation de naissance avec une absence de pavillon de l'oreille. Et donc, du coup, ça génère bien sûr une déformation esthétique qui est gênante socialement. Et on a profité de la venue par la mission avec le professeur Denoyel et le docteur Sellerier pour refabriquer une oreille qui n'existait pas. Il faut trouver une quantité suffisante de cartilage pour recréer cette forme de cartilage. Puis il faut aussi apporter la peau nécessaire. Donc il y a 2 temps opératoires principaux, quelquefois 1 ou 2 retouches, c'est plus rare. Et lors du premier temps, il faut apporter cette forme de cartilage. Et donc la quantité suffisante, on la trouve en avant des côtes, là où les côtes deviennent en cartilage. Il faut 6 mois minimum entre la première et la deuxième phase opératoire. La deuxième consiste à décoller l'oreille, puis à la recouvrir d'une greffe de peau. À 12 ans, Kieran a subi sa première reconstruction, le début d'une existence normale et un soulagement pour ses parents. C'était carrément une bonne nouvelle quand on a su qu'elle allait descendre. Du coup, ça nous évitait vraiment de descendre sur la France, comme ça a été dit au début. Et du coup, ouais, c'était carrément une bonne nouvelle pour tous ces enfants qui ont ce problème comme mon fils. On a des conditions excellentes qui sont exactement les mêmes qu'à Necker. Donc ça, c'est important. Donc je crois qu'on peut donner le meilleur aux patients polynésiens. Et pour les avoir fait venir certains à Paris pour faire un temps de reconstruction ou 2, etc., j'ai vu combien c'était lourd pour les familles. C'est une bonne chose pour nous et pour nos patients surtout, parce qu'elles sont expertes toutes les 2. Elles ont l'œil. Elles sont habituées à faire ces interventions. Donc c'est qu'un plus pour nous. Tu es contente de la forme de ton oreille ? Éviter des désagréments aux patients et à leurs familles, mais aussi économiser le coût du Nevasan. La venue de ces experts est une aubaine. Au Fénois, 8 patients attendent encore de débuter leur reconstruction. Un chiffre qui ne reflète pas la réalité, car certains ne se manifestent pas ou craignent la chirurgie. Voilà pour ce reportage et je reviens sur le French Pacific Business Forum qui aura lieu donc les 12 et 13 mars 2026 à Auckland en Nouvelle-Zélande. On en parlait avec Christophe Pley, le président de la CPME. Avis donc aux entreprises qui souhaiteraient participer, aux chefs d'entreprise qui souhaiteraient y participer. Le numéro s'affiche en bas de votre écran, c'est le 89 78 87 49. Si vous voulez donc y participer, contactez ce numéro de téléphone. Imaginez qu'un dépôt d'ordures soit situé à quelques mètres de votre maison. C'est le cas à Manihi, où un dépotoir à ciel ouvert provoque l'indignation. Fumée âcre, odeur de plastique brûlé, les habitants dénoncent une situation invivable. La mairie, elle, reconnaît le problème, mais évoque un manque de moyens sur ce site initialement prévu pour accueillir les déchets verts. Le reportage est signé Mérité Atou. Le dépotoir se trouve à une centaine de mètres seulement des premières maisons. À chaque brûlage, la fumée envahit les foyers. Avec cette fumée, cette odeur qui vient à la maison. Qui est à la maison? Et mon épouse et moi et notre petit garçon de 6 mois. Il y a des plastiques et la fumée, elle arrive jusqu'à ma maison. Et quand il pleut, il entre dans les citernes.
Le site, initialement prévu pour des déchets verts, accueille aujourd'hui toutes sortes de détritus. Plastique, électroménager, carton et tout est brûlé à ciel ouvert. Au départ, ma tante a donné son accord. Elle a dit, il n'y a pas de souci, ce sont des déchets verts, allez-y. Elle ne s'attendait pas à ce que justement ce soit aussi catastrophique. Le terrain se situe pourtant en zone protégée. Les habitants alertent la mairie depuis 3 ans, sans résultat. Il y a des enfants qui viennent jouer là. Il y a des enfants qui viennent jouer là, qui essayent de récupérer des petites babioles pour jouer avec. Et c'est complètement dégueulasse. Les enfants peuvent tomber malades à cause de ça. Le maire de Manihi, John Droley, reconnaît le problème, mais évoque un manque de ressources. Alors, les déchets, ça c'est mon gros problème là. Hein. C'est un dépotoir, c'est pour nous dépanner ça, tu vois. Parce que s'il faut amener de l'autre côté qui se trouve très loin, ça nous donnerait beaucoup de dépenses. Là, hein. Donc on brûle ce qu'on peut brûler et on trie ce qu'on peut trier, quoi, hein, et on l'a compacté et ramené sur le papier. Là. La commune dit chercher un site plus éloigné des habitations, mais les contraintes restent nombreuses. En attendant une solution durable, le dépotoir reste actif à quelques mètres seulement des habitations. La gestion des déchets reste un défi pour cette petite commune isolée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. Juste après, retrouvez un numéro spécial de To'ufenua To'ura consacré à la foire agricole et artisanale de Mo'orea, suivi de l'émission Nos différences. Enfin, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la série House of Cards. Très bon début de semaine à tous. On se revoit demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.